Bonjour à tous, bienvenue sur cette conférence que j'avais envie de vous donner en ce lundi de Pâques pour mieux comprendre un concept que j'ai mis en place il y a quelques années déjà, depuis 2016, que j'avais un peu mis de côté, mais qui me semble intéressant à revoir, à réexaminer au regard des évolutions, notamment de Google Analytics. Je voulais parler du concept de useful visitor ou de visiteur utile, et avec ce petit slogan, mieux comprendre pour mieux cibler. Vous allez voir tout au long de cette conférence comment on va faire pour bien mieux comprendre les tenants et les aboutissants de Google Analytics dans un premier temps, et dans un deuxième temps, comment on va faire pour transformer vos visiteurs néophytes, ceux qui vont s'arrêter, j'allais dire, au bout de 60 ou de 120 secondes à visiter votre site, et ceux qui s'en vont, avec par exemple ceux qui vont rester 120 secondes et qui vont regarder plus de 2 pages. Et l'idée, c'est de savoir comment on va faire déjà, pour les analyser, pour en tirer la substantifique moelle, et surtout comment on va faire pour transformer des visiteurs néophytes en visiteurs utiles, et donc potentiellement en visiteurs qui vont se transformer en clients. Alors d'abord, on va partir de la vision macro. La vision macro, en fait, elle est assez simple. L'idée, c'est que on sache d'abord à quoi sert vraiment Google Analytics, et surtout comment on s'en sert. L'idée avec Google Analytics, c'est qu'on doit transformer encore et toujours nos données en connaissances. Si vous ne pouvez pas mesurer, vous ne pouvez pas améliorer. Si vous ne savez pas mesurer, vous ne pourrez pas pérenniser. Je transformerai l'assertion de Lord Kelvin en connaissance, en fait. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas mesurer des données, vous ne pouvez pas améliorer votre stratégie. C'est pas possible. Mais il faut aller même un peu plus loin. Si vous ne savez pas mesurer, vous ne pourrez pas pérenniser. C'est-à-dire que si vous ne savez pas comprendre les tenants et les aboutissants de Google Analytics, vous ne saurez potentiellement pas comment pérenniser vos stratégies, comment renforcer vos stratégies, même au-delà de pérenniser, comment renforcer vos stratégies au cours du temps. 4 questions auxquelles peut répondre Google Analytics. 4 questions parmi, j'allais dire, une centaine, voire même un millier de questions auxquelles Google Analytics peut répondre. Mais 4 questions essentielles. 1. Comment connaître le parcours réel d'un acheteur sur mon site? Je prends le cas notamment d'une création de site e-commerce, ou même, j'allais dire, à plus juste titre, d'une refonte d'un site e-commerce, pour comparer même les deux navigations, si on fait une refonte liée à l'expérience utilisateur et au parcours de l'utilisateur sur le site. L'idée, c'est vraiment de comprendre, grâce à Google Analytics, mais qui sera potentiellement complété par des tests utilisateurs en one-to-one ou en panel, etc., comment je vais pouvoir connaître le parcours réel de l'acheteur depuis la page d'accueil, voire même en amont depuis la page de recherche Google, la page de résultats de Google, vers le panier, vers l'achat, vers la transaction. Ai-je bien identifié des cibles primaires, secondaires et périphériques? L'idée, c'est vraiment, et notamment aussi les cœurs de cible, l'idée, c'est de bien voir qu'aujourd'hui, on a des préjugés sur ce que peut être notre cible en amont. Et quand on va commencer à étudier Google Analytics sur notre propre site, ou si on commence à agréger des données sur des sites de la même thématique, on va potentiellement observer qu'on n'a pas vraiment la bonne cible ou le bon persona. Et ça, en fait, l'étude Google Analytics nous renforce dans cette, j'allais dire, dans cette idée qu'on doit vraiment observer les données de manière extrêmement fine. Pourquoi le taux de rebond d'un site est-il si important et comment le corriger? En fait, c'est assez simple. Souvent, on se dit qu'un taux de rebond, il est fixe pour tous les sites. Et en fait, en fonction de la typologie de site, vous allez voir que le taux de rebond n'est pas le même. Et on expliquera même beaucoup plus précisément ce qu'est le vrai taux de rebond, en fait. Parce que souvent, on dit, vous pensez au rebond d'une balle, donc on arrive sur le site, on en repart tout de suite. En fait, c'est bien différent de ça, à cause notamment de ce qu'on appelle l'eurodatage, comme un eurodateur quand vous stationnez. Il y a un eurodatage très spécifique à Google Analytics qu'il faut connaître, un eurodatage en deçà duquel
Google considère qu'on est déjà dans un taux de rebond à 100%. Quels sont mes visiteurs utiles? Comment les garder? Et là, on arrive au cœur de la matrice, c'est qu'en fait, on étudie très souvent Google Analytics au regard simplement d'un trafic et de résultats e-commerce, alors qu'en fait, l'idée sous-jacente, c'est de se dire comment va-t-on faire pour amener certes plus de trafic, mais surtout à convertir ce trafic en visiteurs utiles, c'est-à-dire en visiteurs qui restent et qui achètent. Quand on étudie Google Analytics, il faut déjà supprimer le facteur chance. Supprimer le facteur chance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand vous arrivez sur Google Analytics, et la plupart d'entre nous, au départ, quand on étudie Google Analytics, on a en face de nous des données brutes. L'idée, c'est de faire passer les données brutes à travers un tamis pour qu'à la fin, on ait la substantifique molle et on ait les bonnes connaissances sur notre trafic. Les données brutes sur Google Analytics, il faut les passer au tamis d'une configuration de segments, d'une recherche d'informations peut-être plus précises, de la réalisation d'un A/B testing, peut-être même assez simple, c'est-à-dire qu'on va proposer, au-delà de proposer juste un vrai A/B testing à travers des outils, on peut proposer par exemple pendant une semaine un article de blog, on enlève cet article de blog et on met un autre article de blog pendant une autre semaine qui traite de manière assez similaire une thématique précise et on voit lequel a fait le plus de vues, combien les gens sont restés, etc. Est-ce qu'ils sont allés vers l'achat à partir de cet article de blog, peut-être plus l'un que l'autre. Ça, c'est vraiment passé au tamis. C'est-à-dire que vous avez plusieurs tamis sur Google Analytics, que ce soit les filtres, les segments, les actions, les séquences, les conditions d'événements, etc. Et vous ne devez pas aujourd'hui étudier Google Analytics sans tamis, de manière trop brute. Donc l'idée, c'est de configurer Google Analytics et d'aller plus précisément, de passer de la data à la connaissance, en fait, tout simplement. Les facteurs d'influence de Google Analytics sur votre stratégie, c'est assez simple. Google Analytics, bien qu'il y ait d'autres outils, va vous permettre d'évaluer la web performance de votre site, même si, je reprécise encore une fois, d'autres outils sont plus à même de vous faire étudier la performance de votre site web. Bien évidemment, Google Analytics va vous donner des retours partiels, complétés notamment par des études plus approfondies réalisées par des UX designers, mais va déjà vous donner quelques points de connaissance sur l'UX de votre site. Bien évidemment, si vous l'avez bien configuré, puisque je rappelle que ce n'est pas natif dans Google Analytics, mais si vous avez bien configuré la partie objectif et la partie e-commerce, notamment grâce à Google Tag Manager, vous allez pouvoir étudier l'entonnoir de conversion. Et puis, aussi, grâce à la partie qui est non native, mais que vous devez plugger avec Google Search Console, toute la partie personnelle, la partie cible. Et en fait, vous avez 4 éléments fondamentaux qui vont être amenés par Google Analytics si vous savez bien le configurer, si vous savez bien l'analyser, mais qui doivent en grande partie aussi être complétés par notamment des UX designers et leur travail essentiel. Alors, quelle source d'acquisition pour quel comportement? Ça, c'est très important aussi. Quand vous êtes sur Google Analytics, l'idée, c'est de comprendre quel est le chemin qu'empruntent vos potentiels clients à partir de la toute première recherche, requête ou contact avec votre site. Potentiellement, quelqu'un qui n'a pas tapé de requête dans Google et qui vous voit pour la première fois sur un site partenaire, par exemple, donc ce qu'on appelle en trafic analytics, en analyse analytics, un trafic référent, peut-être qu'il ne va pas avoir le même comportement que s'il arrive, par exemple, d'une annonce AdWords, donc via le paid search. Donc, si vous voulez, ça c'est très important d'étudier le comportement de vos clients, de vos visiteurs en fonction de leur point de contact avec votre site. Bien évidemment, il est très important dans Google Analytics également d'étudier le comportement de votre utilisateur s'il est passé par plusieurs sources. Exemple, vous faites une campagne AdWords, il arrive sur votre site à partir d'un clic sur une annonce AdWords, il regarde
sur votre site à peu près 65-70 secondes et il a vu 2 pages. Et ensuite, il s'en va, il ajoute rien au panier, mais peut-être qu'il va revenir via le trafic direct parce qu'il aura été convaincu, peut-être par un site référent parce qu'il aura été convaincu à travers un site partenaire, et là, il va acheter. Donc, c'est aussi important de savoir que vous avez des multiples points de contact avec les futurs acheteurs de votre site. Alors, le parcours réel d'un acheteur. Que peut nous apprendre le flux de comportement? Le flux de comportement, vous l'avez dans Google Analytics, dans comportement. Donc, dans Google Analytics, dans votre tableau de bord, vous avez une partie comportement et vous avez une partie flux de comportement. Il n'est pas très ergonomique. J'allais dire, ne boudons pas notre plaisir de dire qu'il est carrément même anti-ergonomique, voire même très très moche. Mais l'idée, c'est quand même de voir comment vos utilisateurs naviguent à travers le site. Bien sûr, je précise tout de suite quelque chose qui paraît important et que j'ai déjà dit en amont. Vous ne pourrez bien comprendre le flux de comportement de l'utilisateur que si vous faites des tests utilisateurs en vrai, quand j'entends en vrai, en one-to-one avec des gens que vous aurez sélectionnés pour un panel, etc. Et j'allais dire en physique, parce que l'expertise des UX designers, pour moi en tout cas, dépasse quand même les chiffres factuels, certes, que peut vous apporter Google Analytics. Mais vous avez toujours cet outil de flux comportement qui va pouvoir répondre aux questions suivantes. Quel est le comportement de l'internaute en fonction des sources d'acquisition de trafic? Quelle page génère le plus de sorties ou d'abandon? Est-ce que mon utilisateur tourne en boucle et n'arrive pas à se diriger sur mon site? Et est-ce qu'il se dirige aisément ou pas vers le tunnel d'achat? Alors, le flux de comportement, en fait, pour moi, c'est l'alliance de la data, donc de la donnée, et de l'expérience utilisateur. Donc, il y a plusieurs possibilités de sourcer le flux de comportement. En fait, quand vous allez sur le flux de comportement de Google Analytics, et nous allons y aller tout de suite, je vais vous montrer ça, en attendant que ça se charge. Je vais revenir sur cette page-là, et je vais repartager. Vous avez différentes manières de sourcer le flux de comportement sur Google Analytics. Vous pouvez les sourcer selon la source d'acquisition, selon des données socio-démographiques, selon les annonces publicitaires que vous avez mis en place, selon le type de réseau social, selon le type d'utilisateur, selon des variables personnalisées que vous avez créées vous-même, que vous avez segmentées dans Google Analytics. Et donc, si l'on revient sur Google Analytics ici, voilà, normalement, nous allons voir si tout va bien. On va donc utiliser un site qui s'appelle MBA et qui est un site de salon de tatouage. Donc vous avez l'audience, l'acquisition, le comportement. On va regarder le flux de comportement. Je vais juste vous le montrer en fait. On ne va pas l'étudier précisément, mais je vais juste vous montrer en fait que certes il est très intéressant et en même temps malheureusement il n'est pas très ergonomique. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait si je prends l'afficher détail, mettre en avance le trafic via ce nœud, vous voyez que les gens, là on a sourcé en fonction de la page de destination, c'est-à-dire la page sur laquelle arrivent les utilisateurs. Et donc vous voyez qu'à partir de la page d'accueil, on a assez peu d'abandon sur cette page d'accueil. Nous avons 28,1% d'abandon. Il s'agit sur une semaine, hein, donc c'est pour ça que vous avez un nombre de visites restreint. Et ensuite, vous voyez qu'ils se dirigent vers piercing, vers tatouage. Et ensuite, après piercing, ils vont regarder sur quelle zone de leur corps ils vont vouloir être percés. Et pour ceux qui vont sur tatouage, avec très peu d'abandon encore, hein, 18%, ils vont aller voir quels sont les shops, les magasins, les petits shops de tatouage dans lesquels ils peuvent aller. Donc vous voyez qu'en fait, il y a un flux de comportement que vous pouvez étudier assez facilement. Et bien évidemment, les interactions là correspondent à des clics. Et vous pouvez bien évidemment ajouter autant d'interactions que vous souhaitez en rajoutant des étapes. Voilà. Donc vous voyez qu'on retourne sur la page tatouage, ou qu'on a vu potentiellement piercing, et qu'on va par exemple de nouveau, on est sur piercing par zone, on retourne sur la page piercing, et on va voir dans quel shop on peut aller se faire percer. Donc vous voyez qu'en fait là pour le coup le flux de comportement est plutôt bien, le site est plutôt bien réalisé, donc le flux de comportement est assez fluide.
Donc, vous voyez, c'est très important ce flux de comportement et vous pouvez l'évaluer au regard de plusieurs données. Alors, en fonction de ce qui a été analysé en amont sur le flux de navigation des utilisateurs qu'on a vu donc pour ce site, je pense que pour compléter une analyse de flux de comportement, il est très intéressant d'installer une carte de chaleur pour appuyer les données analytics. Et il y a une carte de chaleur qui marche très très bien et qui se charge en asynchrone, c'est-à-dire en parallèle de votre site et qui ne fait pas laguer, qui ne ralentit pas le chargement de votre site. Il s'agit de l'outil russe Yandex Metrica qui est issu du moteur de recherche Yandex, le moteur de recherche russe. Et en fait, si vous voulez, ce Yandex Metrica, il a gratuitement, je précise, la possibilité d'appliquer une surcouche de carte de chaleur sur votre site et notamment aussi une surcouche de replay. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir le replay de d'un utilisateur, de Madame Michu sur votre site, de savoir comment elle a navigué entre les pages, où elle a cliqué, etc. Et ce que va nous apporter la carte de chaleur, et ben en fait, ça va pouvoir nous dire si, à un moment donné, Madame Michu, elle n'arrive pas à complètement comprendre le flux pour arriver jusqu'à l'achat sur votre site. Et donc, peut-être, il faut retravailler l'ergonomie des pages qui vous font défaut. Il faut peut-être repenser le tunnel d'achat ou faire les deux et donc contacter une ou un UX designer pour qu'il vous accompagne dans un projet de refonte de l'expérience et du parcours utilisateur sur votre site. Vous pouvez soit opter pour des retouches, si c'est vraiment des boutons qui bug ou elle n'arrive pas à avoir un call to action, il est mal placé, etc. Ou vous pouvez bien évidemment opter pour une refonte totale et pour remettre à plat à la fois l'arborescence, le parcours utilisateur, etc. Donc ça, c'est très important et c'est vraiment un des cœurs de l'analyse qui nous mène vers cette fameuse étude du visiteur utile. Donc très important de comprendre le flux de navigation, très important aussi d'installer un outil de carte de chaleur gratuit s'il en est, donc Yandex Metrica que je vous conseille. Alors, connaissez-vous vraiment vos cibles? On va partir sur une petite étude de cas et je vais vous montrer l'utilité des personas. Créer un persona est indispensable pour viser juste au niveau de votre cible. C'est très important de faire des buyer persona. Je rebondis sur ce que disait Laurent Bourrelli dans ses différents périscopes. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas juste vous contenter de faire des études de mots-clés. C'est juste plus possible. Il faut que vous compreniez, il faut que vous plaquiez vos buyer persona sur votre arborescence, sur votre offre. Parce qu'en fait, si vous ne comprenez pas la demande, vous ne pourrez pas adapter votre offre. C'est aussi bête que ça. C'est la loi de l'offre et de la demande. C'est ce qu'on étudie depuis des années, notamment pour ceux qui ont fait des études de commerce. Mais c'est très important, en fait, tout simplement. Cela va vous permettre de déterminer un profil type d'utilisateur ou d'acheteur, mais le persona, il faut qu'il soit challengé par l'analyse de vos statistiques. Vous ne pouvez pas balancer un persona juste comme ça. Il faut qu'il soit étudié en regard des statistiques que vous avez déjà de votre site internet. Parce que si vous faites par exemple une refonte, j'espère que vous avez sur votre site V1 un analytics ou même plusieurs analytics, c'est pas forcément du Google, hein, ça peut être du Matomo, de l'Omniture, etc. Et qu'on peut étudier à travers cela le comportement de l'utilisateur et surtout vos personas. Vous n'avez peut-être pas la cible que vous croyez, ça c'est très important. Vous n'avez peut-être pas la cible que vous avez déterminée en amont et nous allons faire une étude de cas des cibles potentielles d'un site que le client m'avait apporté et qui a été challengé par mes soins. Et vous allez voir qu'il y a une certaine dichotomie entre le persona qu'il croyait ciblé et le vrai persona du site. Ça, c'est des exemples de persona que vous pouvez faire hein, avec une petite photo, avec plein d'éléments d'études que vous pouvez reprendre de Google Analytics et que vous pouvez reprendre des études sociodémographiques, des études de marché, de l'INSEE, etc., etc. Donc ça, c'est très important de formaliser aussi, j'allais dire graphiquement, un persona. Alors, Google Analytics peut être utilisé avant la création du persona pour en créer un tout nouveau, en fait, après avoir recueilli un volume de statistiques adéquat. Évidemment, si vous avez un site qui fait 20 visites par jour, ça ne sert strictement à rien. J'estime quand même qu'une volumétrie suffisante par mois pour avoir de bonnes données, il faut quand même déjà avoir... j'aime bien avoir des personas, ou construire en tout cas des personas quand je commence à avoir 1000 visiteurs une X semaine, par exemple. Quelle que soit la source de trafic, hein, toute source de trafic confondue.
Après la construction du persona, vous pouvez bien évidemment utiliser Google Analytics pour affiner en fait un profil existant. Exemple, un UX designer a construit un buyer persona, et bien là, vous pouvez lui apporter du grain à moudre parce que vous avez étudié les statistiques en aval de la création de ce buyer persona, et donc l'UX designer pourra affiner la création de ce buyer persona. Pour garantir une corrélation correcte entre persona et l'analytics, il faut avant tout créer des segments. C'est extrêmement important. Quand vous êtes sur Google Analytics, ne vous contentez pas de ce que vous voyez en premier sur le tableau de bord. Vous devez créer des segments. C'est extrêmement important de créer des segments sur Google Analytics. C'est fondamental même. C'est vraiment fondamental. Alors, on va prendre l'exemple d'un site qui était dédié à la belote et à la coinche. C'était un site, il y avait aussi une application, mais on va se concentrer sur le site sur lequel on pouvait avoir des informations sur la belote et la coinche et on pouvait jouer, on pouvait s'inscrire, on pouvait créer un compte, on pouvait jouer en ligne, etc. Le client arrive et il me dit, bon écoutez, voilà, je suis en train de créer ce site, j'ai fait une petite étude de marché, moi je pense qu'il faut vraiment avoir des polices en grand parce qu'on va viser des plus de 65 ans qui naviguent notamment sur des tablettes qui leur ont été offertes par leurs petits-enfants ou par leurs enfants. Ce sont des gens qui sont plutôt dans le périurbain, voire même dans un peu plus que le périurbain, qui peuvent être par exemple dans des zones rurales, qui ont potentiellement pas une énorme connexion et donc on va devoir créer un site qui se charge vite avec des jeux également qui se chargent vite. Donc il arrive avec une idée qui n'est pas une idée préconçue, mais parce qu'il a quand même travaillé sur une étude de marché, etc. Euh, et que, en fait, si vous voulez, il avait déjà lancé son site et le site marchait plutôt bien, il y avait du trafic, mais il voulait affiner sa stratégie, il voulait que plus de gens s'inscrivent, que plus de gens payent, puisque c'était du freemium, hein, il y avait un abonnement, un achat in-app ou un abonnement directement sur le site qui était possible. Il avait lancé le site depuis 6 mois, et le problème c'est qu'il se limitait, comme je vous l'ai dit juste avant, au tableau de bord sur Analytics, et il voyait le trafic qui montait, qui descendait, qui montait, qui descendait, bon voilà, qui la plupart du temps d'ailleurs pour lui montait, grimpait, donc il était plutôt content, mais il avait envie d'affiner. Et il n'a pas regardé du tout Analytics, il s'est vraiment focusé sur les études de marché qu'il avait réalisées avant la sortie du site. Et il s'est dit, le trafic monte, j'ai mon étude de marché, on va viser les plus de 65 ans qui habitent dans une zone rurale ou périurbaine et qui jouent sur tablette. Bon, très bien. Moi, j'ai essayé de voir si ça correspondait bien à ce que je voyais sur Analytics. Donc, les cibles du site de Belote, vous voyez que c'est quand même ultra partagé entre des 18 ans jusqu'aux plus de 65 ans. Bien évidemment, on a beaucoup de personnes qui sont là entre 55 et 65 ans, mais on a aussi un pourcentage non négligeable entre les 35 les 35 et les 54 ans, voire même un potentiel non négligeable entre les 18 et les 34 ans. Mais vous voyez que c'est extrêmement bien réparti. C'est vraiment extrêmement bien réparti. Il n'y a pas une tranche d'âge qui ressort potentiellement de ces études. On a bien évidemment un peu plus d'hommes, mais par exemple, quand ils regardaient les études de marché, ils voyaient que les gens qui s'inscrivaient sur des sites de jeux de cartes ou qui jouent aux cartes tout simplement étaient à 75% des hommes. Et bien vous voyez que là en fait c'est un peu mieux réparti, j'allais dire, entre les femmes et les hommes, puisqu'on a 55-44, il y a une majorité d'hommes, mais ce n'est pas non plus une majorité écrasante. On va voir, bien évidemment, la typologie de site que les personnes qui sont sur le site actuel de ce client-là vont voir. La typologie de site, bien évidemment, c'est des jeux de cartes, hein, à juste titre, des jeux en ligne, mais c'est également des résultats de sport, des sites d'infos, des sites culturels, des sites type YouTube, ce qu'on appelle l'online vidéo, mais qui est majoritairement YouTube. Donc vous voyez, c'est assez bien réparti. Et ça peut par exemple nous donner un avis déjà sur si on fait par exemple de l'affiliation ou du display, etc. Sur quel site affinitaire on va pouvoir aller mettre nos publicités. Donc ça, pareil, très important. Ça, ce n'est pas natif non plus dans Google Analytics. Vous devez le plugger avec Google Search Console. Et c'est dans les centres d'intérêt, dans audience et centres d'intérêt. Et l'idée vraiment, c'est d'étudier encore plus finement
comment se comporte votre flux d'utilisateurs. Il nous parlait donc du périurbain, voire même du rural, et on s'aperçoit de quoi? C'est que les gens jouent dans les villes, voire même dans les centres-villes, même si on n'a pas une map exacte quand on est sur Google Analytics, mais ils ne jouent pas du tout dans le périurbain, et vous voyez bien que dans cette fameuse ceinture rurale qui va des Ardennes jusque dans le sud-ouest au niveau de Toulouse, hein, cette fameuse, ce qu'on appelle de manière assez péjorative la diagonale du vide, en géographie, en socio-géographie, vous voyez qu'il y a très peu de gens qui jouent là-dedans. En fait, les gens sont plutôt répartis dans les grandes métropoles françaises. On a Nancy, on a Strasbourg, on a Besançon, on a Dijon, etc. Et en fait, vous voyez qu'ils jouent plutôt dans les villes. Le support de l'appareil tablette, et bien tablette, c'est 4% des gens qui jouent sur tablette. Vous avez 83% des gens qui jouent sur desktop. Donc ça, c'est hyper intéressant de regarder à quel point il y a une séparation, il y a une différence entre ce qu'on avait des études de marché et ce qui est prégnant des 6 premiers mois d'exploitation du site. Voilà. Et donc le persona qui change en fait après l'observation approfondie d'Analytics, ben en fait c'est Michel Durand qui a 57 ans, qui est même un peu plus jeune, qui est un homme qui réside dans une grande ville, qui adore les sites de programmes ciné, qui adore les sites d'infos, etc. et qui ne joue que sur desktop. Et on pourrait même aller plus loin en allant voir à quelles heures il joue. Et on s'apercevait, en tout cas dans l'étude que j'avais faite, que les gens jouaient entre 18h30 et 22h30, voilà, vraiment le soir. Donc si on avait besoin de faire des offres sur l'abonnement à ce site, avec des promos par exemple sur le premier mois d'abonnement pour avoir accès à toutes les tables de belote, etc., et ben, il fallait envoyer la publicité promo entre 18h30 et 22h30. Voilà, tout simplement. Là, avec cette étude-là, on a collé la vraie demande, ou en tout cas la demande issue des données statistiques d'Analytics, on l'a transformée en connaissance, on l'a appliquée à l'offre que proposait ce client-là. Donc, d'ores et déjà, là, on n'est pas encore dans le visiteur utile, mais vous voyez à quel point il est essentiel d'étudier vos bailleurs persona et de les étudier en regard de ce que vous avez déjà comme statistiques sur Analytics. On va faire un petit crochet par le taux de rebond et les bonnes pratiques. Le taux de rebond, c'est le pourcentage de sessions avec consultation d'une seule page, c'est-à-dire les sessions ou les visites dans lesquelles l'utilisateur a quitté votre site sur la page d'entrée avant d'avoir interagi avec cette dernière. Et j'insiste vraiment sur la partie de l'interaction. Il n'a pas interagi avec cette dernière. Mais c'est quoi une interaction pour Google Analytics? Une interaction pour Google Analytics équivaut à minima à une page vue en dessous de 30 minutes. Donc je précise une chose. Le taux de rebond, c'est quand vous n'avez pas interagi avec la page en deçà d'un horodatage de 30 secondes. Si vous quittez le site, si vous n'avez pas cliqué sur un lien, etc., en deçà de 30 secondes, vous êtes considéré comme vous avez un utilisateur en tout cas qui aura 100% de taux de rebond. Donc ça, c'est très important. Ce n'est pas la, entre guillemets, vulgaire définition de j'arrive sur la page, je repars. Non, c'est vraiment en deçà de l'horodatage de 30 secondes. Et ça, c'est très important que vous le sachiez. Voici les différents scénarios pour lesquels un taux de rebond de 100% est enregistré. Une personne visite votre site et le quitte immédiatement. C'est vrai. Je ne dis pas le contraire auparavant, je dis que ce n'est pas la seule explication, en tout cas, et que ce n'est pas l'explication, la définition correcte, en tout cas, d'un taux de rebond. Mais ça fait partie des scénarios pour lesquels un taux de rebond est enregistré. Donc, une personne visite votre site, elle quitte immédiatement. Une personne atterrit sur un article de votre blog, passe 20 minutes à le lire et quitte votre site. Oui, malheureusement, c'est pour ça que les sites de médias ont des taux de rebond extrêmement élevés. C'est parce qu'en deçà de 30 minutes, et juste en lisant, et vous quittez la page, vous quittez le site, vous n'allez pas retourner sur la page d'accueil ou autre, et bien vous avez quand même un taux de rebond qui est très élevé. Une personne atterrit sur une landing page ou sur une page Contactez-nous, compose votre numéro de téléphone et quitte le site. Aucune interaction. Il n'a pas envoyé les informations d'un formulaire de contact, il n'a pas cliqué potentiellement sur une page du fil d'Ariane pour revenir sur la page d'accueil. Taux de rebond élevé enregistré. Et enfin, une personne atterrit sur votre page d'accueil, visionne une vidéo YouTube de 5 minutes qui est intégrée et quitte le site après. La vidéo YouTube en fait est embed et intégrée dans une frame sur votre site
et n'est pas considéré comme un lien cliquable. Et donc, en fait, vous allez potentiellement quitter le site après avoir vu la vidéo et donc vous allez être considéré comme un taux de rebond élevé enregistré. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas un seul scénario d'enregistrement d'un taux de rebond élevé, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs scénarios disponibles dans le cadre d'un taux de rebond très élevé. 80% c'est le taux de rebond moyen sur un site one page. Alors tout est sourcé selon l'outil Kissmetrics qui fait des évaluations régulières sur un package de sites assez élevé du taux de rebond moyen en fait tout simplement. 20% c'est le taux de rebond moyen sur un portail. Quand j'entends portail, j'entends par exemple des très gros sites, des très gros sites en fait qui vont vous rediriger de la page d'accueil vers vous êtes un professionnel, vous êtes un particulier, vous habitez dans une ville, vous habitez à la campagne, etc. Alors je sais que ça se fait de moins en moins, mais Kissmetrics avait étudié les taux de rebond moyens sur les portails. Le taux de rebond moyen sur un site de médias ou un site de contenu, c'est 50%. Donc vous voyez, hein, vous pouvez évaluer par rapport au taux de rebond que vous avez à l'heure actuelle sur Analytics par rapport à ce que je vous donne aujourd'hui. 40%, c'est le taux de rebond moyen sur un site générateur de leads type landing page ou type site vitrine, ce qu'on appelle vulgairement le site vitrine avec générateur de leads, c'est-à-dire des devis, des générations de contacts, etc. 30%, c'est le taux de rebond moyen sur un site e-commerce. Donc, si vous êtes à 45, 47, 50, essayez de faire baisser ce taux de rebond avec notamment une action au niveau de votre expérience utilisateur ou du parcours de navigation de la page d'accueil vers l'achat. Et en fait, l'outil Rockfuel, qui est un très bon outil, nous donne d'autres datas sur le taux de rebond. Il explique qu'entre 26 et 40%, c'est un taux de rebond exceptionnel. Entre 41% et 55%, c'est un taux de rebond satisfaisant. Entre 56% et 70%, c'est un taux de rebond acceptable. Et au-dessus de 70%, c'est un taux de rebond qui devient effectivement très préoccupant. Donc voilà, c'est très, très important que vous voyez ces données, 26, 40, 41, 55, 56, 70 et au-dessus de 70%. Alors, taux de rebond et web performance, bien évidemment, le temps de chargement de votre site va influer grandement sur le taux de rebond. Un taux de rebond élevé doit vous alerter sur plusieurs choses. Un temps de chargement trop long. On sait déjà qu'au bout de 2 secondes de chargement du site, c'est-à-dire de non-affichage de l'entièreté des contenus et des images sur un site, le cerveau de l'utilisateur commence déjà à divaguer sur d'autres points, sur potentiellement l'envie de revenir sur la page de résultats de Google, sur l'envie d'aller sur un autre site, etc. Donc, essayez d'avoir un temps de chargement en deçà de 5 secondes. Une structure de site obsolète ou désuète, une arborescence trop profonde, des pages liées entre elles de manière non pertinente, des pages en cul-de-sac, etc. Il faut que votre structure de site soit complète et soit surtout faite au regard de la demande de l'utilisateur en fonction de son intention et en fonction de ses besoins. Ne faites pas une arborescence trop à plat, ne faites pas une granularité de 150 pages. Je ne dis pas qu'il faut respecter la règle des 3 clics, puisque la règle des 3 clics aujourd'hui est complètement obsolète sur un site. Par contre, ne faites pas non plus un site avec une profondeur de 150 pages, ça ne sert à rien. Une navigation plus ergonomique, je ne suis pas forcément hyper fan des méga menus, que ce soit pour une partie de cocon sémantique et d'obfuscation de liens, pour respecter en tout cas les préceptes du cocon sémantique, mais je ne suis pas non plus fan d'un ultra méga menu où on se perd un peu dans la granularité des menus, des niveaux de navigation. L'utilisateur se perd en conjecture, on ne trouve pas l'information au bon moment. Je prends l'exemple d'un site qui était en fait un site qui proposait des ateliers pour les enfants et les parents. Et en fait, c'est un site qui se chargeait en 6,5 secondes. Il n'y avait pas une énorme arborescence, ou en tout cas, elle n'était pas très pertinente. On avait 65% de taux de rebond. Voilà. Alors que c'était un site qui n'était pas un site e-commerce, mais vraiment un site générateur de leads. Et on n'avait pas 40% de taux de rebond, on avait 65% de taux de rebond. Donc vous voyez que il est très important d'avoir vraiment une arborescence qui soit la plus claire possible. Vraiment. Donc, soyez très performant sur votre temps de chargement. On arrive donc au cœur de la conférence, qui est le visiteur utile, ce concept que j'ai mis en place depuis 2016 et qui est très important pour déjà comprendre comment passer d'un visiteur néophyte à un visiteur utile
et comment l'étudier au mieux pour savoir en fait quelle est l'efficacité de votre site sur l'intention de vos utilisateurs. Pourquoi étudier le visiteur utile? Vous avez déterminé vos cibles plus précisément grâce à Google Analytics, ça y est, vous l'avez fait, vous avez travaillé vos personas. Vous avez pu déterminer quel était le parcours utilisateur de l'utilisateur sur votre site, on a vu le flux de comportement Analytics, peut-être que vous avez également fait des tests utilisateurs, voilà. Donc en tout cas, vous avez déjà un paquet de données que vous pouvez transformer en connaissances. Vous avez trié les pages à fort taux de rebond de celles qui captent l'intention de l'internaute, je vous le conseille. Vous exportez, à part si vous avez un site de 28 000 pages répertoriées dans Google Analytics, mais en tout cas, vous sélectionnez les pages les plus importantes à vos yeux, notamment dans le flux de comportement, et vous étudiez dans Analytics quel est le taux de rebond des pages potentiellement avec donc un fort taux de rebond et qui sont potentiellement pas utiles pour l'utilisateur, et voyez celles qui captent le plus l'attention. Ce qui est important, c'est qu'il faut séparer maintenant le bon grain de livret, ce qu'on dit, la fameuse expression, observer quels sont vos visiteurs utiles et comment ils se comportent. Le visiteur utile, c'est un visiteur que vous allez segmenter sur Google Analytics. C'est un visiteur qui passe plus de 120 secondes et qui voit plus de 2 pages, et surtout, qui fait un ajout au panier. Il n'a potentiellement pas acheté, il a potentiellement, je reviens vraiment sur cette notion de potentiel, il n'a potentiellement pas acheté, mais il a ajouté un produit au panier. Et donc, vous devez avoir une connaissance accrue de l'e-commerce amélioré sur Google Analytics et de Google Tag Manager et de comment faire pour traquer l'ajout au panier sur votre site e-commerce ou alors le démarrage d'un formulaire de contact ou d'un formulaire de devis, etc. sur votre site. C'est très important. Je reviens juste avant. Le visiteur utile, vous le segmentez en mettant en fait dans le segment, vous créez un segment dans Google Analytics. Donc vous ajoutez, vous mettez plus de 120 secondes de visite, parce que ça se compte en secondes. Vous ne mettez pas 2 minutes dans le segment de Google Analytics. Vous mettez 120 secondes et vous mettez plus de 2 pages vues et vous mettez un ajout au panier. Voilà. Il respecte ces critères-là. Le visiteur utile respecte ces critères-là. Par exemple, sur ce site, j'ai traqué les useful visitors. Et en fait, je les ai traqués sur les 3 derniers mois comparés aux 3 mois précédents. Et vous voyez qu'ici, là en avril, en fait, on a fait un truc tout bête. On a renforcé nos articles de blog. On a transformé les articles de blog en conseils. Et les articles de blog conseils, on a ajouté dessus les liens vers les produits, vers les fiches produits correspondant à la thématique de l'article de blog. Voilà, tout simplement. Avant, on ne faisait que, ici, de l'article de blog simple, sans produit en ce qu'on appelle en sticky, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous scrollez sur l'article de blog, le produit, en fait, vous suit dans une ergonomie qui soit la plus claire et concise possible. Et là, en fait, on a rajouté le sticky, on a rajouté des liens vers les produits correspondant à la thématique de l'article de blog. Voilà. Et là, vous avez une belle petite grimpette de visiteurs utiles qui ont rajouté des produits au panier. Et vous voyez là, ici, le nombre de sessions, les pages vues par session, les nouveaux utilisateurs. Là, voilà. Vous avez tout simplement une hausse exponentielle de gens qui restent plus de 2 minutes, qui regardent plus de 2 pages, donc qui ne se contentent pas juste d'aller voir l'article de conseil du blog, mais qui vont voir aussi les pages produits et qui rajoutent un produit à leur panier. Et je n'ai pas le droit de montrer le chiffre d'affaires, mais sachez que le chiffre d'affaires a grimpé de manière exponentielle. C'est depuis le début du mois d'avril, tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez, juste en ajoutant de l'expérience utilisateur et du CTA et du produit sur la page conseil, on a amélioré le pourcentage des visiteurs utiles. Alors, on a étudié en fait pour cette conférence, on a étudié 77 sites. Sur les 77 sites, le taux de visiteurs utiles, donc je rappelle les critères, plus de 120 secondes, plus de 2 pages vues et plus un produit ajouté au panier, on a à peu près 3% des utilisateurs qui respectent ces critères-là, qui sont des visiteurs utiles. L'idée, bien évidemment, c'est de faire grimper ce pourcentage sur votre site pour
potentiellement augmenter le taux de conversion. Ça, c'est essentiel. Quand on a mis une stratégie SXO, c'est-à-dire optimisation de la recherche et de l'expérience de recherche, de l'expérience sur le site internet, on a fait grimper ce taux de visiteurs utiles de plus 21%. Quand on a travaillé une stratégie de cocon sémantique, et je précise bien, comme l'a dit à plusieurs reprises Laurent Bourrelli sur les périscopes qu'il a réalisés, non pas le siloing thématique, c'est-à-dire non pas ce catalogue à la Prévert bien rangé de différentes catégories. Par exemple, si vous vendez des tondeuses pour jardin, des tondeuses pour les professionnels, etc. Non, un vrai cocon sémantique, c'est-à-dire le plaquage de l'offre et de la demande, de l'offre et de l'intention de l'utilisateur, c'est-à-dire ce que je vends et ce qu'il recherche, c'est-à-dire une vraie stratégie marketing. Quand vous réalisez cela, en plus de réaliser toute une stratégie de SXO, quand vous réalisez cette stratégie de cocon sémantique et notamment de cocon sémantique où vous agrémentez cette offre et cette demande avec des réponses apportées par des articles conseils ou des articles de blog, et bien là, on a augmenté le taux de visiteurs utiles de 32%. Voilà, tout simplement. Donc quand vous respectez deux préceptes, c'est-à-dire le SXO, donc le mix entre l'UX et le SEO, c'est-à-dire les fondamentaux du SEO plus les fondamentaux de l'UX, et que vous, en plus, derrière, vous plaquez une stratégie de cocon sémantique, c'est-à-dire plaquer l'offre avec l'intention, qu'est-ce que je vends, à qui je le vends, pourquoi je le vends, et bien là, on a augmenté le taux de visiteurs utiles de 32%. Le visiteur utile, c'est désormais la clé de votre stratégie. L'étude du visiteur utile répond à plusieurs questions. Pourquoi ces visiteurs restent et pas les autres? Donc l'idée, c'est de transformer aussi les néophytes, c'est-à-dire ceux qui n'ajoutent pas de produits au panier, qui restent moins de 120 secondes et qui regardent qu'une seule page. Mais en fait, ces visiteurs néophytes, comment je fais pour les transformer en visiteurs utiles? Pourquoi j'ai certains visiteurs qui restent et pourquoi j'ai certains visiteurs qui ne restent pas? Comment je fais pour améliorer l'ergonomie du site pour capter les néophytes et ne pas les perdre? Comment réussir à amener ces visiteurs utiles à plus convertir sur notre site, c'est-à-dire à rajouter potentiellement des produits dans le panier, potentiellement en faisant des promotions à ces visiteurs utiles et aussi aux visiteurs néophytes? Et quelles sont les pages les plus vues par ces visiteurs utiles pour les renforcer ou potentiellement pour travailler des pages, des conseils, des articles de blog sur les mêmes thématiques? Pour aller plus loin, on estime à 15%, de manière assez globale et assez macro, la connaissance des fonctionnalités d'analytics par les personnes qui travaillent dans le milieu du web. Donc, c'est-à-dire, on connaît vraiment que la partie émergée de l'iceberg. La plupart du temps, on a ce qu'on appelle la sea of data, c'est-à-dire la mer de données qu'on ne connaît pas, la mer, vraiment l'espèce d'énorme lac avec une profondeur très précise de données qu'on ne connaît pas et qu'on n'a jamais vues et qu'on aimerait bien aller creuser. Donc ça, c'est vraiment une granularité de données qu'il vous faut commencer à comprendre, notamment à travers les certifications de Google Analytics. Là, bien évidemment, pour compléter votre analyse, vous devez installer des cartes de chaleur. Et donc là, je parle de nouveau de Yandex Metrica, qui, je le rappelle, est une carte de chaleur gratuite avec la possibilité d'avoir des replays de visiteurs gratuits. Donc vraiment pour voir comment Madame Michou ou Monsieur Dupont se sont rendus sur votre site et comment ils ont navigué dessus. Bien évidemment, il faut s'intéresser à la certification Google Analytics. Ça me paraît essentiel déjà d'une manière très globale si vous travaillez dans le web et plus précisément si vous voulez analyser ce concept de visiteur utile. Dès demain, plongez-vous dans Analytics. Demain, nous ne serons plus un jour férié, donc plongez-vous dans Analytics pour mieux comprendre l'existant, pour pérenniser votre stratégie, pour découvrir de nouveaux leviers à activer, pour augmenter donc votre taux de conversion, pour avoir un focus sur l'ergonomie de votre site, sur les freins à la bonne navigation de l'internaute, et pour comprendre l'écosystème global de votre site en vous plongeant dans les statistiques et en réalisant notamment ce qu'on appelle des analyses croisées. Merci à tous. Voilà, vous pouvez me contacter bien évidemment où vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, et je vous souhaite un excellent lundi de Pâques.